bienvenue si vous nous rejoignez dans le temps de l'info, toujours en compagnie d'Arlette Chabot, de Guillaume Baudin et d'Arthur Berda du service politique du Figaro. Dans une petite demi-heure, vous allez tout savoir sur l'investiture de Donald Trump. Le lieu a été changé en dernière minute. La cérémonie aura lieu devant un parterre de milliardaires et de représentants de l'extrême droite mondiale. Grand angle sur le triomphe de l'international trumpiste avec nos experts. Mais tout de suite, en plein débat sur la réforme des retraites en France et le possible recul de l'âge de départ à la retraite, nous recevons ce matin un homme qui signe un livre percutant sur la défaite du travail. Bonjour Denis Oliven. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, président d'Etitis, groupe de presse et médias, mais aussi essayiste, et vous arrivez avec une idée simple, la France doit travailler plus. Alors vous arrivez aussi avec des chiffres qui sont assez implacables. Nous sommes le pays développé qui travaille le moins, avec 664 heures de travail par an et habitant pour la France. L'Allemagne, pour prendre comme exemple, c'est 729 heures. On va voir justement un graphique qui nous montre bien, selon vous, d'ailleurs, quelle est la conclusion de ce graphique, selon vous ? La conclusion de ce graphique, je vais faire un commentaire parce que c'est vraiment les nombres d'heures par habitant, pas par travailleur. Je vais revenir à ça parce que c'est un point clé de compréhension. Mais c'est le problème numéro 1 de la France. C'est si depuis 30 ans nous nous enfonçons dans les difficultés, la détresse, la colère, les gilets jaunes, le blues des fonctionnaires, la crise des retraites, la montée des extrémismes en politique et maintenant la crise politique que nous traversons, c'est à cause de cela. Parce que le fait que nous travaillions moins fait que nous produisons moins de richesses, par exemple, que les Allemands, de richesses collectives, de richesses nationales. Et donc, nous pouvons moins financer le pouvoir d'achat, nous pouvons moins bien financer nos services publics. Et voilà pourquoi nous sommes si malheureux. Alors, quand je dis nous travaillons moins, ça n'est pas vous, ça n'est pas moi, c'est pas l'ouvrier, le paysan, la boulangère ou la caissière du prix unique. Ça n'existe plus d'ailleurs du Monoprix. C'est eux, les travailleurs français travaillent un peu moins que les autres en durée annuelle du travail, un peu moins, mais ça n'est pas significatif. Ce qui est vraiment significatif, c'est que nous sommes moins nombreux à travailler. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. C'est-à-dire que la Charrette France, c'est 4 personnes qui bossent et qui tirent un véhicule sur lequel sont assis 6 Français. Et c'est une grosse différence, par exemple, par rapport à nos voisins allemands. L'équipe de foot de la production de richesse allemande, elle a 11 joueurs et nous, on en a 8. Donc comment on peut dribbler et essayer de marquer des buts, comment voulez-vous qu'on gagne le match ? Et alors pourquoi est-ce qu'on est 6 ? Pourquoi est-ce que 6 Français sur 10 ne travaillent pas ? C'est principalement les jeunes en formation, parce qu'on a moins d'alternance. Ce sont les travailleurs, les personnes qui sont à domicile, notamment les femmes au foyer, parce qu'il y a moins de temps partiel que les Allemands. Et c'est la question des retraites. On a une retraite plus précoce, donc plus de retraités que les Allemands. Alors vous ajoutez aussi, mais aucune des forces politiques qui nous gouvernent n'ose nommer et traiter ce problème, le problème que vous évoquez, à savoir la défaite du travail. Est-ce que vous pensez que la classe politique manque de courage ? Je pense en tous les cas qu'elle manque de clairvoyance sur le diagnostic qu'elle pose sur la France. On vient d'écouter notre 15e déclaration de politique générale depuis 30 ans. Pas une de ces déclarations de politique générale n'a fait de la question du travail le cœur de sa problématique. Or, c'est le cœur du sujet français. Et en général, quand on prend la question du travail, on la prend mal. On la prend, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur le thème il faut passer de 35 à 36 heures. Or, c'est pas le sujet majeur. On ne se demande pas comment on pourrait augmenter le taux d'activité des Français, mettre plus de Français au travail. Et surtout, on ne se pose pas la question qui est centrale, sur laquelle j'imagine qu'on va revenir, c'est que la raison pour laquelle on ne travaille pas, ou il n'y a pas assez de gens qui travaillent, ça n'est pas parce que les Français sont feignants ou paresseux. Pourquoi diable les Français seraient plus paresseux que les Allemands ou les Portugais ? Non, c'est parce que le travail est mal rémunéré en France. Il est mal rémunéré. Une trop grande partie de la rémunération du travail part dans les cotisations et dans les impôts sur les revenus du travail. Si votre employeur vous augmente de 100 €, 43 € seulement va arriver dans votre poche. Tout le reste va partir dans la redistribution. Donc en France, on travaille d'abord pour autrui. Et ça explique, à mon avis, principalement la crise du travail en France. Donc si on ne s'attaque pas à ce sujet, on ne résoudra pas la question du travail. Et si on ne résout pas la question du travail, on ne résoudra pas notre richesse nationale. Je vous donne un dernier chiffre.
Il y a 40 ans, la France et l'Allemagne avaient le même niveau de revenu national par habitant, de richesse nationale par habitant. Aujourd'hui, nous sommes 15% en dessous de l'Allemagne. Nous sommes 15% moins riches que les Allemands. Et voilà, par exemple, pourquoi on a une crise du pouvoir d'achat. Dans les années 60, il fallait en gros 20 ans, à travers la distribution du pouvoir d'achat des individus, pour augmenter votre niveau de vie, pour doubler votre niveau de vie. Aujourd'hui, il faut 90 ans en France de vie. Voilà pourquoi les Français sont malheureux. Et voilà pourquoi aussi ils sont en colère. Vous parlez dans ce livre, évidemment, des Gilets jaunes et de la colère sociale qui monte partout en France, Arthur. Moi, je partage tout à fait le constat de Denis Oliven. Le titre de son livre, j'aurais pu le signer, hein. Donc je m'en réjouis. Simplement, je le trouve un peu dur avec les uns et clément avec les autres. Je précise, je vous trouve assez dur avec Emmanuel Macron, par exemple, pour la question de l'apprentissage. Emmanuel Macron, il fait partie des rares politiques qui ont investi dans tous les sens du terme, humainement et financièrement, sur cette question de l'apprentissage, avec un objectif qui ne sera pas atteint, mais qui était celui du million d'apprentis en France. Alors on ne l'atteint pas, mais on l'asymptote. On est, je crois, autour de 700 000, 750 000, voire 800 000 apprentis en France. Donc je trouve que c'est plutôt heureux d'avoir eu un président, et il faut le mettre plutôt à son crédit. Sur la question de que le travail paye mieux, Emmanuel Macron, là encore, c'est l'une des rares choses qu'on peut quand même mettre à son crédit. Il l'avait d'ailleurs fait, à mon sens, en prenant le problème un petit peu de la mauvaise des manières, en s'attaquant aux retraités. Vous vous souvenez, lorsqu'il avait augmenté la CSG pour faire baisser les cotisations donc des salariés. Et donc, si vous voulez, les retraités, c'est eux qui subissaient la hausse de la CSG, tandis que les salariés, eux, ils en profitaient via la baisse des cotisations. Donc, il a eu cette intuition. Alors, est-ce qu'il a été assez loin ? Est-ce qu'il aurait dû en faire plus ? Ça, on va pouvoir en parler. Je sais que vous serez là-dessus meilleur expert que moi. Et puis, je disais que je vous ai trouvé un peu clément. Je vous trouve aussi clément. Il y a un problème quand j'entends, moi, la France doit travailler plus. Je pense Martine Aubry. Vous dites, on parle de 35 heures, 36 heures, mais c'est quand même un sujet, les 35 heures aujourd'hui en France, dans le rapport que l'on peut avoir au travail, philosophiquement j'entends. Et là encore, je vais donner un bon point, ça m'arrive pas tous les jours, mais encore un bon point à Emmanuel Macron. Lorsqu'il s'était attaqué à la réforme des retraites dans son premier quinquennat, il avait dit « Moi, j'aime pas tellement ce terme de pénibilité du travail, parce que philosophiquement, c'est un terme qui me dérange dans la mesure où dès l'instant où on considère que le travail est pénible ou peut l'être, il peut être lourd, il peut être difficile, mais pénible, c'est un terme qui ne lui plaisait pas parce qu'il voulait améliorer ce rapport au travail, et j'en termine par là. Donc moi, je pense Martine Aubry, je pense assurance chômage, je pense générosité d'un système qui doit aussi être réformé, mais ça suppose, et vous en parliez, le courage politique de réformer ce système, mais ça vaut aussi pour les 35 heures, ça vaut aussi pour l'assurance chômage et pour ce qu'on appelle en France les trappes à inactivité, qui est un mal français. Alors, il y a plusieurs questions dans votre observation. Je vais essayer de les prendre les unes après les autres. Est-ce qu'Emmanuel Macron, et d'ailleurs avant lui Nicolas Sarkozy, lorsqu'il avait fait travailler plus pour gagner plus les heures supplémentaires qui avaient marché, on a vu tout de suite, ça illustre mon propos, que lorsqu'on rémunère mieux, l'appétit pour le travail augmente. Parce que François Hollande avait tricoté par idéologie pure. Bon, donc, est-ce que Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy avant lui, avaient tenté d'aborder le sujet ? Oui. Indiscutablement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pensé que l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir transformerait radicalement le sujet. Je crois que ni l'un ni l'autre n'en a fait ni la question centrale, ni ne l'a fait avec assez d'ampleur. Parce que ça n'est pas un problème marginal, c'est pas un problème parmi d'autres. Et je pense à Tony Blair, qui avait été dans un de ses discours de politique générale, qui avait dit j'ai 3 priorités. Premièrement, l'éducation. Deuxièmement, l'éducation. Et troisièmement, l'éducation. Si, comme j'en suis persuadé, le premier problème français, celui qui explique la crise du pouvoir d'achat et le sous-financement de nos services publics, c'est la question de la production de richesse et la question du travail, du nombre de travailleurs que nous alignons. Si cette question est centrale, elle doit être traitée. Et en plus, elle n'est pas si difficile que ça à traiter. C'est ça que je trouve dingue, c'est que on se tape des kyrielles de mesures techniques complexes, alors qu'on devrait se concentrer là-dessus. Donc, premier point, vous avez raison, ils ont esquissé l'un et l'autre le traitement de ce sujet, mais ils ne l'ont pas fait de manière systémique ni avec assez d'ampleur. Deuxième point, les 35 heures. Ah, oui, bien sûr, c'est pas la mesure la plus brillante que les politiques, que les gouvernements français aient mis en œuvre ces dernières années, mais ça ne me paraît pas central. D'abord, il y a une évolution historique de nos sociétés, et cette évolution est heureuse.
En 1900, nos parents ou nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, pardon, nos arrière-grands-parents, consacraient 70% de leur vie éveillée, donc en dehors des heures où ils dormaient, au travail. Aujourd'hui, dans tous les pays occidentaux, on consacre 60% de notre vie éveillée à autre chose qu'au travail, au loisir, à la formation, à l'éducation, à l'amour, à l'amitié, que sais-je. Et c'est très heureux. Bravo, parfait. Et ça, on l'a fait grâce au gain de productivité. Donc, que nous continuions à réduire la durée du travail des salariés qui travaillent, c'est pas une mauvaise idée. Donc, simplement, le sujet français, c'est que dans ce monde occidental où tout le monde travaille moins, nous travaillons moins que tout le monde. C'est ça notre encore problème. Moins. On travaille encore moins. Et donc les 35 heures sont moins un sujet, une fois encore, que le fait que 6 Français sur 10 ne travaillent pas. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Alors, dernier sujet que vous avez évoqué, la question de nos systèmes de redistribution. Est-ce que nos systèmes de redistribution, nos assurances chômage, sont négatives ou désincitent au travail ? Certainement, dans un certain nombre de cas, oui, que je ne suis pas du tout hostile à ce qu'on se penche sur la réforme d'un certain nombre de mécanismes de redistribution pour voir si... Je vous coupe une seconde, mais je rappelle que vous aviez écrit il y a 30 ans la préférence française pour le chômage. C'est tout à fait. À ce moment-là, il y avait un problème. On avait un problème en France. Il y a 30 ans, on n'avait pas à ce point dissuadé le travail. On a fait d'énormes progrès, si j'ose dire, négatifs depuis. À l'époque, je m'étais fait l'observation en lisant la littérature économique et statistique que le travail non diplômé, peu qualifié, qui était la source principale du chômage français, ça s'expliquait par le fait que le coût de ce travail était trop élevé. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui ? Justement, on a traité cette question. Simplement, ça me frappe, entre le moment où j'ai publié cette note et le moment où ça a commencé à percoler et on a pris les premières mesures, il s'est passé 15 ans. On a attendu 15 ans avant de traiter ce problème. Et tout le monde disait, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, notre problème n'est pas celui-là. Notre problème n'est pas principalement celui des chômeurs non qualifiés. Notre problème, c'est que nous ne travaillons pas assez globalement. Le problème est beaucoup plus large, plus important. Et j'espère qu'on n'attendra pas 15 ans pour prendre les mesures qui s'imposent et transformer cette situation difficile. Arlette. Alors, moi j'arrive sous-titre, et les Français être mieux payés. Alors, vous avez dit tout à l'heure, on paye trop de cotisations, etc. Mais quand même, on revient au début, c'est quand même le salaire. Comment vous persuadez les entreprises d'augmenter les salaires et d'assurer la progression des salariés? Parce qu'on voit bien, on a parlé de la smicardisation de la France, c'était même l'objectif de Gabriel Attal, smicardiser la France, parce qu'on est bloqué au bout d'un moment. Et alors le SMIC monte et il y a de plus en plus de smicards. Comment on assure, et aussi la promotion, parce que dans les entreprises, les gens se disent « je ne progresserai pas, allez hop, j'atteins tel niveau de salaire, c'est fini pour moi ». Pour moi, le point clé, c'est que quand on regarde la part du coût du salaire au sens large dans la valeur ajoutée française, on dépense plus plutôt que nos voisins en salaire. Et pourtant, les salariés se sentent moins bien payés et nos progrès de pouvoir d'achat sont faibles. Quelle est la différence française? Qu'est-ce qui explique ça? C'est le poids des cotisations et des impôts sur le salaire. Donc c'est pas un salaire, pardon, juste, par exemple, je décarte, je vais sur la fonction publique. François Bayrou dit il n'y a plus de profs parce qu'ils sont mal payés, les profs, ils sont plus mal payés, on le sait bien moins, vous le savez mieux que moi, qu'en Allemagne, par exemple, il faut aussi augmenter les profs, il faut aussi augmenter les policiers, sinon ils ne viennent pas. Je vais revenir à ça, c'est un autre sujet, je vais revenir à ça tout de suite, je reste sur le salaire. Aujourd'hui, à partir de mercredi midi, vous et moi, on travaille pour la collectivité. L'ensemble des rémunérations qu'on va percevoir vont partir en cotisation et en charges sociales. Et c'est une particularité française. Nos prélèvements sur les revenus du travail sont plus importants que chez tous nos voisins, et de manière très importante. Si on déplaçait une partie de ce prélèvement sur les revenus du travail vers d'autres sources, je vais vous donner des exemples, et qu'on transformait le salaire en salaire, qu'on augmentait le salaire net, on serait dans une situation radicalement différente. Si, je prends un exemple, le foncier bâti, la valeur du foncier bâti en France, c'est 9 000 milliards d'euros. Les terrains sur lesquels il y a des immeubles, ça vaut 9 000 milliards d'euros. Si on prélevait 1% sur ces 9 000 milliards d'euros, on aurait 90 milliards d'euros de revenus, de recettes supplémentaires. Si on transférait 90 milliards d'euros du prélèvement sur le travail vers le foncier non bâti, on pourrait augmenter
immédiatement de 10% l'ensemble des salariés français, de 10%, Arlette. Si on avait proposé, je vous assure que si on avait proposé aux Français, au moment où on a fait la réforme des retraites, si on leur avait dit, bon, vous allez travailler 2 ans de plus, mais votre rémunération va être augmentée de 10, 15 ou 20%, votre rémunération nette, je vous assure que le consentement à cette réforme aurait été différent. Donc la chose que nous devons faire par priorité, c'est ça. Alors ensuite, deuxième question que vous avez posée, la rémunération des enseignants. Si nous avions le taux d'activité des Allemands, si nous avions autant d'alternants que les Allemands, autant de temps partiel que les Allemands, autant de personnes entre 55 et 65 ans qui travaillent que les Allemands, nous aurions, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, 150 milliards d'euros de recettes publiques en plus. 150 milliards d'euros de recettes publiques en plus. C'est-à-dire que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, pas assez d'enseignants pour faire les remplacements, des urgences hospitalières embouteillées, des infirmières ou des profs mal payés, tout pourrait être réglé. On pourrait tripler le budget de l'éducation nationale. On a bien compris, donc, Denis Liven, en tout cas, qu'il faut travailler plus pour sortir de ce cercle vicieux du déclassement. Je vais vous citer, en faisant marcher à plein régime la planche non habillée mais à prélèvement, eh bien, nous n'hypothéquons pas seulement le futur des jeunes générations et la souveraineté de l'Hexagone. Nous organisons les conditions d'un grand déclassement. Merci infiniment d'avoir été l'invité de LCI ce matin. Donc, c'est à lire. La France doit travailler plus aux éditions Albin Michel. On aurait pu évidemment en débattre encore plus.